Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur une nouvelle interview, un nouvel entretien. Et pour terminer cette année 2023, en tout cas au moment où nous enregistrons quelques jours avant Noël, avant les fêtes. Et je voulais terminer cette série d'interviews, en tout cas qu'on a fait sur la chaîne du Cercle. On remercie d'ailleurs toutes les personnes qui suivent la chaîne du Cercle Aristote, avec quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu sur la chaîne du Cercle et qui sort avec un sujet qui va aujourd'hui parler d'un sujet un peu différent. Et aujourd'hui on reçoit Monsieur Gunther Pauli, bonjour. Bonjour, bonjour. On va juste te présenter pour les gens qui ne connaîtraient pas. Alors, pour les gens qui peut-être suivent pas mal de contenu sur Internet, tu t'es notamment fait connaître sur Internet, hein, je parle, dans nos milieux, pour toutes tes vidéos et formations avec Idriss Aberkan, qui est un ami du Cercle Aristote, hein, un habitué que les gens connaissent. Et voilà, tu avais fait tous ces livres autour, non seulement tu avais d'abord parlé du concept d'économie bleue, puis tu étais revenu avec, cette année avec les fables de Gunther. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui, puisque voilà, tu es connu depuis ces dernières années parce que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, hein, donc économiste, entrepreneur, militant écologiste, tu vis au Japon, tu as fait beaucoup de choses, mais on parle d'actualité. Et en ce moment, tu as sorti dernièrement, donc durant cette année, tu as sorti les fables de Gunther. Alors, tu vas pouvoir les présenter rapidement, ça va être ma première question. Est-ce que tu peux nous parler, pour commencer, de comment est né ce projet des fables de Gunther et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc, je rappelle qu'il y a une dizaine de fables, hein, c'est ça? J'ai 365 fables, Mais 10 dont carnets, c'est ça? carnet en français et en anglais, mais en chinois, j'en ai 365. C'est vraiment une grande occasion avec des jeunes entrepreneurs en France, Axel et Marie-Camille, entre autres, qui ont repris relève et qui ont décidé que les dizaines d'années, ils vont reproduire les fables en français et en anglais. Je crois que c'est très important de me rappeler que j'ai démarré il y a 33 ans à écrire des fables quand mon premier fils est né. Comment est-ce que j'allais lui expliquer que je suis toujours absent, que je suis si fasciné par la nature, que je veux toujours lancer des nouveaux projets? Et bien entendu, la meilleure manière, c'est de raconter mes découvertes en petites fables qui ne prennent que 3 minutes, mais qui inspirent l'enfant parce qu'il est bourré des sciences, bourré de surprises. Et bien entendu, quand on a lu une fable ou quand papa ou maman ou grand-père, grand-mère ont lu cette fable, eh bien, l'enfant veut passer à l'action. Il veut faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai conçu les fables comme étant la base de l'entrepreneuriat pour le bien commun. Hein. Jean Piaget, le grand pédagogue suisse, avait dit que tous les enfants sont des petits scientifiques. Eh bien, moi, je dis non. Tous les enfants sont des petits entrepreneurs. Ils veulent entreprendre, ils veulent faire des choses. Et la beauté des enfants, quand les enfants souhaitent se lancer, eh bien, n'écrivent jamais des plans d'affaires. Il n'y a pas de business plan. Les enfants ont simplement le désir de faire quelque chose de concret parce que ça fait du bien, parce que c'est bien pour la communauté, ça fait plaisir à maman, à la grand-mère, et je crois que c'est de bonheur de pouvoir faire grâce à une petite découverte en lisant une fable, eh bien, c'est devenu pour moi une culture et bon, j'y ai bossé 33 ans pour terminer. Pour quelle population, quel âge d'enfant c'est l'idéal? Parce que ces fables sont passionnantes, on va dire ces fables sont passionnantes à tout âge. Mais quel était le public cible vraiment dans les enfants? À partir de quel âge on peut commencer à les faire lire et à les faire voilà, réfléchir dessus? Alors, les fables sont bourrées de surprises. Je prends un peu la psychologie de l'enfant. L'enfant adore les surprises. Mhm. C'est pour ça que les cadeaux dans la vie d'un enfant sont si importants. Hein. C'est le Père Noël qui vient avec des cadeaux bien emballés. Eh bien, moi, j'ai emballé des surprises scientifiques, des surprises artistiques, des surprises d'entrepreneuriat dans des fables bien emballées et le but, c'est d'inspirer les enfants. Je ne veux pas qu'ils reçoivent des leçons
qu'ils sont obligés de mémoriser des formules mathématiques. Non, au contraire, j'aimerais bien qu'ils s'enthousiasment de telle manière que l'enfant va se lancer dans l'apprentissage. C'est un peu l'apprentissage à l'inverse. C'est l'apprentissage parce que moi, je veux savoir comment est-il possible qu'un battement de cœur de baleine ne consomme que 6 volts courant direct comme deux petites batteries double A. Comment est-il possible que ce battement est à 6 volts et pas plus? Et évidemment, la source de cette énergie est la nourriture. L'enfant veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture qui fabrique de l'électricité. Et évidemment, je n'explique pas comment l'électricité est produite. Je veux seulement avoir cette surprise que le cœur de cette baleine est capable de pomper 1000 litres et 80 années sans maintenance, eh bien, avec 6 volts. Et c'est cette surprise que je souhaite que les enfants se fascinent. Et bien entendu, ils vont immédiatement chercher d'où vient cette force de la baleine, qui est exactement la même force du battement de notre cœur. Et comme ça, l'enfant commence un enchaînement d'apprentissage qui ne finira jamais. C'est ça ce que je voulais avoir. C'est ça Et l'idée, bien ouais. entendu, les enfants doivent être encore très curieux, très curieux. Alors 3, 4, 5, 6 ans, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais les enfants sont super curieux. Ils ont milliers de questions tout le temps. Et tout d'un coup, ils n'ont que des questions auxquelles ils vont trouver des réponses eux-mêmes. Oui, justement, c'est ça l'idée, c'est de stimuler la curiosité chez les enfants, chose qui est ben, voilà, très importante pour relever un certain nombre de défis du XXIe siècle, en tout cas pour l'espèce humaine. Et il faut rappeler aussi que au-delà des fables, si on revient un peu en arrière, ça fait depuis, parce que voilà, tu as travaillé, on a dit, depuis 33 ans sur ces sujets, donc un tiers de siècle, mais c'est vraiment depuis 2010, puis après en 2012, que tu as commencé à mettre toute ton expérience et les travaux, les découvertes que tu avais faites, la vision que tu avais dans des ouvrages que tu as appelés, que tu as compilé au sein d'un ouvrage qu'on appelle l'économie bleue. C'est un terme voilà, dont tu as la paternité là-dessus au niveau de l'édition. Et est-ce que tu peux rapidement, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce terme, qu'est-ce que ça regroupe l'économie bleue? Bah, les gens disent mais je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de ce mot, ou alors je l'ai entendu mais je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que tu peux dire, parce que les fables reprennent justement pas mal de concepts de l'économie bleue mais appliqués aux enfants. Donc est-ce que tu peux parler de l'économie bleue? Alors, l'économie bleue est née à cause de mes frustrations avec l'économie verte. Alors, c'est toujours bien hein, qu'on se sent bien frustré avec quelque chose, eh bien, il faut se sortir de la frustration. On ne peut pas rester dans ces frustrations. Alors, pour moi, je me suis battu pour l'économie verte pendant 30 ans et je suis arrivé à la conclusion que tout ce qui est bien pour moi, tout ce qui est bien pour la nature est cher. C'est-à-dire l'économie verte est pour les riches. Ah, c'est pas possible. On ne va pas connaître une transition vers un monde durable si c'est pour les riches ou si on exige que vous paieriez plus. Et c'est là où je me suis posé la question, comme économiste, comment est-il possible qu'on adopte un modèle économique où tout ce qui est mal pour vous, où ce que vous garantit de cancer, ou tout ce qui produit les microplastiques est meilleur marché que celui qui vous rend la bonne santé. Alors, c'est ça ce qui pour moi était frustrant. Et j'ai décidé de me pencher sur plus de 100 innovations, 100 innovations qui m'ont inspiré, où j'ai pu jouer un rôle dans leur réalisation. Et en analysant ces 100 cas, je dis, mais regarde là, il y a notre économie. Ces innovations ne jouent pas du tout sur cette jeu d'être concurrentiel parce que vous êtes le meilleur marché. Vous êtes concurrentiel parce que vous répondez à un besoin de base de tout le monde. Vous avez un matériel local, vous avez des matières premières que vous pouvez ressourcer localement, vous pouvez répondre aux besoins de l'immédiat. Et c'est là où je me suis rendu compte que
les technologies que j'avais quand même appuyées pendant ces 30 ans de travail étaient toutes des technologies avec la même philosophie. Nous allons créer des plus-values, on ne va pas être le meilleur marché, mais si vous créez des plus-values, mais vous le faites un enchaînement de création de plus-values. Hein, le cas typique aujourd'hui pour moi dans l'économie bleue, c'est votre tasse de café. Vous faites un café avec le marc café, vous faites pousser des champignons. Les déchets de marc café, après avoir cultivé les champignons, c'est une bonne nourriture pour les poules et les poules vous donnent des œufs. Alors vous avez des œufs, des champignons et du café. Ben voilà. Et vous le faites à la maison si vous voulez, ou vous le faites pour votre communauté. Et comme ça, j'ai commencé à mettre en œuvre des dizaines, des centaines de projets, aujourd'hui plus de 200 projets, qui ont fait la preuve que cette économie n'est pas une bonne idée, n'est pas une belle vision, mais est une économie qui est réelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler The Blue Economy, l'économie bleue, une économie qui produit de ce qu'on a besoin, ou grâce au fait que j'ai trois produits, café, champignons et des œufs, eh bien, je suis meilleur marché dans la combinaison des trois. Et je ne suis pas meilleur marché parce que j'ai exploité mes ouvriers, parce que je ne respecte pas la nature et je prends pas soin de mes déchets. Non, je suis meilleur marché parce que j'utilise tout ce que j'ai à ma disposition. Ouais, l'idée centrale, c'est important de le redire, c'est que c'est en analysant des écosystèmes plus ou moins grands ou plus ou moins complexes que on arrive à trouver des fonctionnements extraordinaires que la nature a créés pour ne pas laisser de déchets. Parce que ce que tu expliques, et ce que beaucoup de scientifiques, tu n'es pas le seul hein, à expliquer ça, c'est de dire euh, la nature voilà, va toujours aller va toujours essayer de réutiliser des ressources qui existent et il n'y a pas voilà, la notion de déchets parce que la déchet des uns vont devenir les ressources pour les autres et vont trouver un moyen d'être exploités. Et c'est très intéressant parce que du coup, il y a un terme, tu vas pour revenir dessus, je vais te lancer dessus. Tu parlais justement de l'adaptation de la nature. Il y a un terme que j'ai trouvé très drôle à la lecture de ce bouquin il y a quelques années. C'est le terme MBA, donc les masters en brillante adaptation. Et c'est justement ces brillantes adaptations que tu as et que d'autres entrepreneurs dans le monde, voilà, parce qu'il y a tout un parcours de plein de choses, d'adaptation en fonction des écosystèmes, où il y a eu des adaptations absolument incroyables qu'on commence à peine à découvrir et à pouvoir réutiliser au niveau industriel. Est-ce que tu peux nous parler de cette découverte, de ce mot, de dire c'est incroyable d'avoir ce master en brillante adaptation de la nature, quoi. Excuse-moi. Pas de souci. Alors, le master de brillante adaptation, c'est vraiment la nature. Hein. La nature s'adapte toujours. Nous sommes si intelligents, les êtres humains. Nous sommes si intelligents que nous sommes capables de produire quelque chose que personne ne souhaite avoir. Imagine-toi l'intelligence que nous avons. Eh bien, dans la nature, s'il y a un problème, on s'adapte. Et c'est là ce que nous avons oublié de faire. Hein. L'être humain est un être qui souhaite que tout s'adapte aux besoins et aux désirs, aux intérêts et aux égaux des êtres humains. Raison pour laquelle nous sommes si destructifs, parce que nous faisons engendrer tant de changements climat et autres, mais nous ne souhaitons pas du tout nous adapter. On souhaite se comporter, se vêter exactement comme on l'a fait dans le passé. Et c'est exactement ça ce que je crois qui est toujours quand on est confronté avec un problème, que je dis aux jeunes, mais regardez la nature, regardez l'arbre, qu'est-ce qu'a fait l'arbre après le feu, l'incendie? Qu'est-ce qu'a fait l'arbre? Qu'est-ce qu'ont fait les oiseaux quand il y avait trop de vent? Qu'est-ce qu'on fait, les escarabées, quand il n'y avait pas de nourriture? Et tout d'un coup, on commence à se poser des questions et on commence à se proposer des observations qui sont pas du tout les sciences et les preuves, mais qui sont des découvertes, des comportements qui nous inspirent pour que nous puissions aussi nous adapter. Et ce sont exactement ces observations qui sont à la base de mes fables.
comment est-il possible que les moustiques, les moustiques ne vont jamais piquer des zèbres? Et pourquoi les zèbres sont exonérés de cette attaque de moustiques? Eh bien, parce que les zèbres produisent tout le temps des petits courants d'air sur leur peau. Et comment est-ce qu'ils font ça? Eh bien, avec le noir et blanc, le jeu du noir et blanc permet de créer en permanence, toute la journée, des courants d'air qui évitent que les moustiques puissent atterrir sur les zèbres. Et tout d'un coup, bien entendu, les enfants sont fascinés par les zèbres C'est et les extraordinaire. enfants vont se peindre noir et blanc. Et quand ils se proposent la maison du futur où ils vont vivre heureux en famille, eh bien, ils vont peindre cette voiture noir et blanc parce qu'on ne veut pas de moustiques à la maison. Tu vois, c'est cette observation assez simple, mais avec des impacts en profondeur, parce que l'enfant, une fois que l'enfant a compris cette importance de travailler avec le noir et blanc, l'enfant a intégré dans sa pensée cette logique qui est appliquée par presque la moitié des êtres vivants avec qui nous partageons cette terre. Et on verra toujours des différences de couleur, d'intensité de vert, d'intensité de bleu. Et c'est ça ce qui est vraiment fascinant pour les enfants. Mais pour ne pas me limiter aux enfants, on l'a aussi traduit en projet industriel, en initiative commerciale. Et c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin d'inspirer et d'agir. Oui, et ben c'est justement, tu as fait la transition parfaite avec ma prochaine question, qui va être assez simple. Euh, donc il y a tout ce savoir hein, qu'on a dans les fables, les livres de l'économie bleue, tous ces projets qui existent, qui ont été documentés. On commence à avoir un bon retour historique dessus, parce qu'il commence à y avoir quelques années et quelques décennies quand même. Aujourd'hui, l'économie française et l'économie occidentale de manière générale, et voire mondiale, a des énormes problèmes de crise. Donc ce vieux système industriel de on prend de l'énergie et des ressources et on crée des produits et des déchets, avec vraiment une linéarité et qu'on ne sait plus comment faire. Comment est-ce que les leçons de l'économie bleue, les leçons des fables de Gunther, peuvent s'inscrire dans un renouveau, une reconstruction de l'économie et de l'industrie, notamment dans nos pays dans lesquels ça a disparu. Comment est-ce qu'on peut recréer de l'activité et tout en ayant ben, voilà, une meilleure vision pour la planète, l'environnement et également pour les gens qui y travaillent, voilà, créer plus de stimulation, plus d'économie, des produits de meilleure qualité, pourquoi pas, avec ces leçons-là. Quel serait le plan maintenant, voilà, si on fait un peu une idée de plan, comment ça se mettrait en place? Alors, nous sommes dans un contexte difficile parce que on nous raconte toujours les grands problèmes, les désastres, les problèmes, les crises, et on n'arrête pas d'en parler. Mais nous ne passons pas à l'action. Passons à l'action pour faire la guerre. Oui, là, il y a des milliards disponibles immédiatement. 50 milliards pour l'Ukraine, 100 milliards des Américains. Mais tout d'un coup, nous ne sommes pas prêts de réserver quand même ni le temps ni de l'argent pour faire une transition. Et pour faire la transition, il faut surtout et avant tout créer un, un, un- un environnement d'espoir, un environnement où on sait que c'est possible et qu'il y a des cas concrets qui nous démontrent que ça fut fait. Hein, le petit exemple que j'ai donné de café, marque café, champignons et des œufs, eh bien, on l'a répété 6000 fois en Afrique. 6000 fois, pas une fois, 6000 fois. Et tout d'un coup, nous avons des résultats dans un petit pays comme Zimbabwe où nous avons pu éliminer la malnutrition. Parce que si vous avez une cinquantaine de champignons endogènes des forêts de Zimbabwe, eh bien, vous renouez le contact avec la culture, le passé et bien entendu la nutrition traditionnelle de la région. Et on arrive à quand même, sans avoir besoin des décisions du gouvernement, on arrive à contribuer à une santé, une population qui quand même est capable de prendre son sort dans ses mains. Et c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin des cas concrets qui nous démontrent que
non pas seulement c'est possible, mais on l'a fait, hein, comme le cas de l'île El Hierro en Espagne, où le gouvernement espagnol avait décidé de le transformer en base militaire pour l'OTAN, et la population locale, encore 5000 personnes, auparavant c'était 30 000, ne voyait plus de futur. Eh bien, on a passé quelques années pour refaire le futur, et bien entendu, aujourd'hui, il y a une fierté sur cette île parce que c'est devenu la première île du monde autosuffisante en énergie et eau produits sur place avec les ressources locales. Et c'est ça, c'est que les gens ont besoin de savoir. Mais cette transition vers ce monde durable et concurrentiel est une transition qui ne se fera que dans la périphérie. Parce que dans le centre du pouvoir, à Paris, on ne veut pas changer. Et comme on a dit, il faut changer, il faut s'inspirer sur le changement, eh bien, il faut aller là où peut-être la crise est la plus dure, mais là où les gens sont beaucoup plus disponibles de chercher des solutions qui répondent à leurs besoins et leurs désirs et leurs visions. Et c'est là où nous avons besoin non pas seulement des cas concrets, il faut avoir aussi une culture de faire. Et c'est pour ça que je le dis et je le redis tout le temps, nous avons aujourd'hui une maladie qui s'appelle l'analyse. On va tout analyser, on va tout analyser et dans l'analyse, on va polariser. On va dire, moi j'ai tort, vous n'avez pas raison. Moi j'ai raison, vous n'avez pas. Et on va immédiatement prétendre ce que moi je crois est la vérité d'un consensus de la majorité. Mais c'est pas vrai. Nous avons toujours, dans cette démarche de trouver un monde meilleur, on a toujours besoin des innovations, on a toujours besoin de trouver quelque chose qui n'a jamais été essayé avant, et c'est raison pour laquelle nous avons besoin d'une ouverture d'esprit, et cette ouverture d'esprit est d'arrêter de se soumettre à cette analyse, paralyse, polarise et je domine, dans un état d'esprit où nous disons, mais voilà, on sait qu'on peut le faire, on le fait et on fonce. Et quand nous avons réussi, nous, on va partager nos réussites avec les autres afin que tout le monde puisse réussir. Ce n'est pas la demande d'un consensus scientifique afin que tout le monde se mette d'accord avec nous. C'est surtout cette approche de pouvoir faire, partager, inspirer et faire mieux dans cet apprentissage de réaliser ses rêves. Donc donc on a bien compris cette culture de faire. Comment est-ce qu'on aujourd'hui, ben, c'était notamment un des buts des fables, hein, si je comprends bien ce que tu expliques, c'est-à-dire d'aller directement au niveau des enfants et de leur inculquer cette culture de faire, en disant on reste actuellement beaucoup de populations, notamment chez nous, mais il n'y a pas que chez nous, mais également reste très passive par rapport à certains problèmes et certaines crises. Et toi, ce que tu veux dire, c'est que tout le monde ne peut pas être analyste universitaire. Par contre, tout le monde peut être un entrepreneur et faire quelque chose, ou en tout cas dans un domaine particulier, ou comme ça, se former et devenir quelqu'un qui va pouvoir faire des belles choses avec tout ce savoir-faire qui a accumulé. Comment est-ce qu'on inculque aujourd'hui, non seulement aux jeunes, là tu as montré avec les femmes, mais également aujourd'hui peut-être aux adultes, aux gens qui vont regarder cette interview et qui vont dire oui très bien, mais voilà, et moi il y a il y a le système, il est comme ça, le loyer il est comme ça. Comment est-ce qu'on inculque ça aux adultes aussi, cette culture de faire? Mais pour moi, les adultes doivent redevenir enfants. Il faut réveiller l'enfant en nous parce que il faut pas. Le grand avantage, c'est que je ne suis pas du tout obligé d'inculquer les enfants de faire des choses. Les enfants ont la culture dès leur naissance de faire des choses. C'est nous, les adultes, qui ne leur permettent pas de faire et d'avancer. C'est là où nous avons besoin de réveiller le petit enfant en nous et cet enfant veut faire des choses. Imaginez-vous, nous sommes à Zimbabwe et ma fille, Chido, ma fille explique aux femmes qui travaillent les champs de culture de café, elle explique à cette femme qu'avec les déchets qu'elle brûle, elle peut faire pousser des champignons.
et elle montre comment ça se fait. Et évidemment, que font ces femmes? Ces femmes s'élèvent, chantent, dansent et le font. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? On leur demande de faire un plan d'affaires. On leur demande de faire un audit pour voir si la technologie est bonne. On a des experts qui vont nous dire que si ça marche ou ne marche pas. Mais arrêtons, on l'a fait. Inspirons les gens de passer à l'action. Et en 2 semaines seulement, 2 semaines après la première formation, les femmes récoltent leurs premiers champignons. Et là, on fait la cuisine ensemble. On va inclure les champignons dans la cuisine traditionnelle africaine, comme c'était le cas jusqu'au moment que les toubibs blancs sont arrivés. Ils leur ont quand même empêché d'encore utiliser les champignons parce que nous, on croyait que tous les champignons sont hallucinants. Je crois que c'est très important de réveiller cet enfant en nous et c'est pour ça que les fables, je suis un produit de Tintin, d'Hergé. Alors, Tintin, c'est de 7 à 77, hein. Oui, parce qu'on rappelle que tu Euh, es belge d'origine, hein. mais en plus, je suis belge, alors j'adore Hergé, j'adore Tintin. Tintin m'a beaucoup inspiré. Et cette idée d'avoir des histoires qui sont pour une jeunesse de 7 à 77, c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Et je trouve souvent que sont exactement les enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur papa n'est pas capable d'expliquer comment monte la pomme dans l'arbre. Pour l'enfant, c'est l'évidence même que une pomme qui tombe, eh bien, c'est une pomme qui a dû monter dans l'arbre avant de tomber. Et papa, malheureusement, c'est un type qui était à l'UNIF, mais papa ne sait expliquer comment tombe la pomme et aucune idée comment la pomme a surmonté la force de gravité. Et vous savez, tu t'imagines l'importance de cette intelligence émotionnelle de l'enfant, de se rendre compte que papa n'est pas seulement un homme qui n'est pas parfait, mais papa ne sait pas les éléments de base de la vie. Parce qu'il est évident que toute pomme, toute poire, tous les fruits sont capables de surmonter la force de la gravité. Et quand un enfant a compris quelles sont les 7 lois de la physique qui permettent de quand même surmonter la loi de gravité, eh bien cet enfant a trouvé une force énergétique qui, selon la seconde loi de la thermodynamique, n'existe pas. Mais tout d'un coup, l'enfant dit, mais la seconde loi de la thermodynamique, quelles sont les hypothèses sous lesquelles ça fonctionne? Parce que dans la réalité que moi je vis, comme enfant, je sais que la pomme monte. Et tout d'un coup, l'enfant devient super scientifique parce que l'enfant commence à analyser les hypothèses scientifiques. Et quand l'enfant se rend compte que les hypothèses de la loi de gravité, c'est évidemment que la pomme tombe dans une vide, mais la vie n'existe pas dans une vide. Ça existe dans les lois de la physique, mais dans la réalité. Et tout d'un coup, il y a un débat qui découle, qui rend ces enfants non pas seulement conscients des limites des autres, mais de l'opportunité de faire mieux. Et c'est ça ce que je souhaite réveiller et chez les enfants et les adultes qui ont oublié qu'ils ont encore ce petit enfant en soi. Si on se rapproche un peu de la France et des problématiques que, en tout cas, une bonne partie de notre public vit tous les jours, vu que tu as vu plein de projets dans le monde, tu as parlé de projets au Zimbabwe, tu as parlé de projets partout, est-ce que tu as vu pour toi un exemple de projet qui s'inspire des principes de l'économie bleue en France qui aurait vraiment du potentiel pour changer beaucoup de choses ou alors un autre que tu aurais trouvé, je sais pas, extraordinaire et qui t'a vraiment scotché où tu t'es dit c'est une idée incroyable et c'est dommage qu'elle soit pas plus connue. Voilà, pour essayer d'inspirer, on est un peu en fin d'année, on a envie, dans le contexte des fêtes, est-ce que tu aurais des idées, des choses que tu as vues qui fonctionnent, qui pourraient inspirer les gens, disent bah, regardez, ça marche et c'est pas si loin de chez vous, en tout cas c'est accessible. S'il y a un pays qui est un pays de champignons, c'est bien la France. La France est un pays par excellence pour les champignons. Mais parlons de Bretagne.
En Bretagne, il y a pas mal de coquilles. Tous les coquillages sont perdus. Ou le bismuth, c'est-à-dire le textile qui permet les moules de se rattacher Mhm. aux pierres, ça c'est un produit extraordinaire naturel qu'aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire. Il y a des jeunes qui ont décidé de monter une industrie à propos, une industrie avec les déchets, parce que nous, on souhaite manger les coquilles, les huîtres et les autres, mais tout d'un coup, nous pouvons faire du papier de carbonate de calcium avec les coquillages, et nous pouvons faire aussi un nouveau textile avec le bismuth. Alors, je crois qu'il y a maintes initiatives en France et ailleurs. Ce que nous avons besoin, c'est de permettre qu'il passe d'une expérimentation et du projet pilote à une industrialisation. Et c'est là où je trouve souvent la grande difficulté en France, parce que on a des centaines de grandes idées et de très beaux projets scientifiquement bien détaillés, bien expliqués, mais on manque aujourd'hui en France cet esprit d'industrialisation. L'industrie, on n'y croit plus. On est devenu la société de service, on est devenu une société de culture, une société des loisirs, une société de sportifs, mais on oublie qu'à la fin de la journée, c'est la manufacture, c'est la production qui génère beaucoup plus de plus-value, et ce sont ces plus-values-là qui nous permettent d'avoir une croissance durable, à condition que vous travaillez avec les matières premières localement disponibles. Aujourd'hui, la France est plus gringo que les Américains. La France souhaite faire la concurrence comme si c'était la Chine, mais c'est pas possible. Euh, la France est la France, elle est unique, elle est grande, mais la France a besoin de se replier sur ce que la France a comme atout extraordinaire. Et la grande majorité de ces nouveaux atouts, la France a encore besoin de sa découverte. Euh, Tout le débat aujourd'hui est une polarisation et c'est dommage. Tout devient politique tout le temps. Chaque nomination d'un recteur d'université devient une décision politique. Chaque décision d'appuyer un produit pharma, oui ou non, est devenue une décision budgétaire. Alors, on n'a plus rien à voir avec la beauté de la vie et quand même l'avenir du bonheur. On a affaire avec de marchandises. On est en train de devenir de nouveau des marchands politiques, financiers, budgétaires. Alors la France a beaucoup d'idées, de bonnes idées, de bons projets, mais on ne passe pas à l'industrialisation. Et comment est-ce qu'on pourrait justement passer à l'industrie, améliorer ce processus justement où il y a des chercheurs ou des gens qui ont des bonnes idées mais qui n'arrivent pas? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce processus d'industrialisation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau, au-delà de la question politique, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau économique au niveau de la société pour que justement ça il y ait cette accélération de l'industrialisation et qu'il y ait plus de projets qui voient le jour? Malheureusement, on croit que pour avoir beaucoup plus de projets qui voient le jour, on croit qu'on a besoin de plus d'argent. Moi, je suis convaincu que l'argent fait partie du problème. Trop d'argent ne vous rend pas plus efficace, au contraire, je crois que ce qu'on a besoin surtout, c'est de recréer cette culture d'entrepreneuriat où on démarre avec rien. Quand moi j'ai démarré ma première entreprise, je n'avais pas d'argent. C'était un peu le but. Démarrer une entreprise, démarrer avec un projet, il faut être innovateur, pas seulement dans le produit et le service, mais il faut être innovateur dans le financement. Mes premiers clients sont devenus mes premiers actionnaires. C'était évident, parce que comme ça, j'avais quand même la sûreté, quand je fais des bêtises, ils me pardonnent, parce qu'ils sont aussi des actionnaires. Et je crois qu'il est très important qu'on évite cette chasse au venture capital où on est obligé de soumettre quand même votre plan d'affaires qu'on peut faire un download par Internet à 1000 institutions
pour avoir peut-être 10 réponses et d'avoir zéro argent. Nous sommes dans une optique trop américanisée, trop Silicon Valley. Nous avons besoin d'être français, européens chez nous, dans un contexte régional dont nous avons une chance quand vous avez la confiance de votre client qui est devenu votre actionnaire. Et je crois que c'est surtout la nécessité de repenser le financement que nous avons des opportunités pour devenir industriel. Hein. Je m'explique avec autres mots. Pour lancer un projet, on a besoin d'un marché captif. Un marché captif, c'est-à-dire un marché qui a déjà confiance en vous. Euh, Quand moi j'ai lancé par exemple chez Ecovert les lessives vertes à l'époque, fabriquées dans l'usine d'émission zéro dans le nord d'Anvers, eh bien mon premier grand contrat, je l'ai signé avec Sainsbury en Angleterre parce que la famille Sainsbury était très engagée dans l'écologie et souhaitait vraiment jouer un rôle positif. Eh bien, ils m'ont donné la possibilité de livrer Sainsbury et ils m'ont payé un mois en avant, ce qui était du jamais vu dans la grande distribution. Mais quand vous avez des entreprises de famille, c'est possible de les motiver à condition que vous leur quand même inspirez confiance. Et la confiance, c'est qu'on construit au fur et à mesure quand vous faites ce que vous avez promis. Je crois qu'on a perdu cette culture de nouer les relations commerciales, amicales, et où nous n'avons pas besoin des avocats pour faire des contrats, où nous sommes capables de mettre ensemble des gens qui foncent parce qu'ils y croient. Aujourd'hui, quand vous ne faites que des plans d'affaires et vous ne croyez que ce sont les venture capital qui vont vous financer, eh bien, dans ce cas-là, vous n'auriez jamais l'industrialisation que nous avons connue après la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Et il y a un autre point qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, bon, il y a des exemples d'économie bleue, bien sûr, qui sont sur la terre ferme, mais il y a aussi beaucoup de ressources et de projets de découverte qui sont dans les milieux maritimes, donc les océans, les mers et pas mal de choses qu'on peut trouver là-dedans. La France est un des pays dans le monde, si ce n'est le pays dans le monde, qui a le plus grand territoire ultramarin. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un gros potentiel pour à faire des découvertes et mener des projets magnifiques qui pourraient être faits. Rêvons un peu, voilà, imaginons que tout d'un coup la France décide d'exploiter massivement ses territoires ultramarins et ses ressources halieutiques. Quel type de projet, parce que tu avais parlé justement des coquilles avec les moules et les huîtres, Les huîtres. mais il y a aussi tout le monde des algues qui est très intéressant. Mais tu touches vraiment tout ce qui m'intéresse avec mon cœur, et avec mes tripes, et avec mon cerveau. J'y pense tout le temps. Il- si on parle de la régénération des forêts tropicales en Amazonie, eh bien, ce sont des bons projets. Mais la France pourrait régénérer des forêts d'algues marines mais avec un résultat, un impact à court terme qui est le double, le triple ce qu'on peut réaliser avec la forêt tropicale humide. Et je crois que c'est très important de reconnaître que tout ce qui pousse dans l'eau n'a jamais à se battre contre la loi de gravité, ça flotte. Ça veut dire que les algues poussent même plus vite que le bambou. Alors, si vous avez les algues, eh bien, en France, vous les protégez. Mais pour faire la régénération des forêts d'algues, vous devez faire des études d'impact à l'environnement. Et évidemment, tout le monde pense que les algues qu'on va utiliser sont des algues qui ne sont pas endogènes. Au contraire, on devrait seulement le faire avec les algues de la région. Il faut récupérer et protéger cette biodiversité. Mais ce qu'il nous manque, c'est ce grand permis de faire
tout est réglementé, tout doit être étudié, tout doit être analysé. Et alors, à la fin de la journée, vous rendez impossible l'initiative. Je me rappelle très bien l'étude de cultiver une quarantaine de variétés d'algues dans la région bretonne et normande. Et bien entendu, les études vous font faillite, vous font faire faillite avant que vous ne démarreriez. Les permis sont toujours soumis à des arrangements politiques. C'est pas possible. Les scientifiques sont pour ou contre, c'est-à-dire on a déjà une polarisation. Nous n'avons plus les sciences pures où l'innovation, la découverte est importante. Et nous sommes dans un état aujourd'hui où nous sommes obligés de ne pas seulement protéger ce que nous avons, il faut régénérer ce que nous Mhm. pourrons avoir. Et cette philosophie de la régénération, les sciences régénératives, des projets régénératifs, c'est ça ce qui doit vraiment être à la base de cette transition dont nous avons parlé trop. Oui, voilà, donc sous ces processus de régénération, et surtout ce qui est très intéressant dans cette vision, c'est de prendre des déchets ou des zones qui posent problème, des produits qui posent problème, et de pas seulement les traiter, mais de les recréer avec ça de la valeur, donc régénérer des écosystèmes et transformer quelque chose qui était considéré comme une externalité négative en une externalité positive. C'est un peu tout le message qu'il y a, et quelque part c'est aussi très positif de l'état d'esprit pour les enfants. C'est-à-dire qu'au lieu de leur... puisqu'on parlait de ça au début, au lieu de leur faire peur en disant telle catastrophe, telle chose comme ça, disons regardez les opportunités qui existent, que si vous vous investissez suffisamment dedans, si vous avez envie de faire, vous pouvez créer partir d'une situation dégradée et arriver à une situation qu'on appelle aggradée. Mais vous voyez que les fables ont été publiées sur papier-pierre. Alors, comme j'ai eu du mal en Europe pour faire accepter le papier-pierre, parce que bien entendu, le lobby du cellulose ne voulait pas savoir d'un nouveau concurrent qui est capable de mettre un papier sur le marché sans couper un arbre, sans usage d'eau. Et bien entendu, je ne suis pas contre le papier cellulose, mais je suis en faveur des produits qui répondent aux besoins de tout le monde et pas seulement les intérêts de ceux qui ont investi dans les forêts. Le papier cellulose se produit grâce à une flottation. Pour la flottation, on a besoin d'eau. Cette eau est évidemment aujourd'hui recyclée, mais pour recycler l'eau, il faut avoir beaucoup plus d'énergie. Alors, l'énergie, l'eau, eh bien, nous savons très bien que nous avons besoin des modèles d'affaires qui nous permettent de faire beaucoup plus avec ce que nous avons disponible. Et le papier pierre qui prend soin de la poussière des mines, les déchets de charbon, les déchets des coquilles, tout ce qui est carbonate de calcium et des minéraux peut être reconditionné avec pas une flottation, mais avec une extrusion en papier. Effectivement, c'est le papier que nous avons utilisé pour les fables, pour encore une fois inspirer les enfants que oui, c'est possible de faire différemment. En Chine, la Chine a décidé de monter déjà 5 usines. Maintenant, pourquoi la Chine a décidé? Évidemment parce que la Chine n'a plus d'eau. La Chine n'a plus d'eau. On ne peut pas se permettre quand ils sont obligés de choisir entre l'irrigation pour avoir la nutrition. Eh bien, les Chinois sont obligés de choisir dans leur pyramide de Maslow, ils sont obligés de choisir la nourriture. Et évidemment, s'il est possible de fournir papier et aussi le carton ondulé avec une poussière qui quand même est un polluant dans l'air, eh bien, pourquoi pas le faire? Pourquoi se défendre à tout coup et dire que seul papier qui existe, qui est apprécié par le client, est le papier cellulose? Eh bien, moi je pose la question, le mot papier, ça vient quand même du papyrus. Combien de papyrus j'ai encore dans le papier? Mais nulle part. On n'utilise plus le papyrus. Alors, permettons-nous de faire parler des projets concrets et
de montrer qu'en Chine, on a décidé de construire 82 nouvelles usines dans les 15 années à venir où on n'utilise plus une goutte d'eau pour la production et on ne coupe plus un arbre. Tout d'un coup, on peut libérer des millions de kilomètres carrés pour qu'on les utilise pour régénérer la forêt ou pour utiliser pour l'agriculture, pour produire la nourriture. Qu'en Europe ne souhaite pas le faire, c'est la décision de l'Europe. Je n'ai rien contre, je ne veux pas forcer l'Europe de le faire, mais il faut que l'Europe soit conscient que le Maroc, qui est juste en face, est un pays qui est quand même le plus grand fabricant du monde des phosphates. Et quand vous faites la mine des phosphates, vous avez 75% de stérile, et ce stérile peut se transformer en papier, en carton. Et Mhm. le Maroc va produire le papier pierre avec les déchets des phosphates et va doubler l'emploi. C'est ce que nous avons besoin, que le Maroc ait le double d'emploi et que les entreprises de phosphate auront le double de chiffre d'affaires pour avoir la valeur ajoutée, pour permettre l'emploi avec des salaires de très bon niveau. Je crois que la défense, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a aujourd'hui, est une bonne réflexion, une belle réflexion si vous êtes mère et vous avez des enfants. Mais quand vous avez à gérer une économie, il faut regarder le futur et il faut surtout regarder les grandes opportunités pour faire mieux. Exactement. Merci Gunther. La dernière question que j'aurais pour cet entretien donc de fin d'année, quels sont tes principaux projets pour 2024? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que tu es toujours entre 30, 40, 50 projets différents. Mais voilà, vu que la nouvelle année va commencer, qu'est-ce que tu prévois pour voilà, 2024 et un peu plus loin? Alors, le plus important pour moi, c'est en 2024-2025 que nous allons lancer les premiers bateaux hôpitaux, des bateaux qui sont équipés comme un hôpital, mais qui n'exigent zéro carburant, c'est-à-dire émission zéro. Parce que nous avons constaté qu'il y a quand même 600 000 îles du monde, dans le monde, où sont des communautés qui n'ont pas de service de santé permanent. Et nous avons décidé de répondre à cette nécessité avec des bateaux qui ne consomment pas le gasoil. Il faut éliminer les gasoils de cette équation. Il faut le faire avec des énergies renouvelables dont nous avons fait preuve avec le bateau Porima que c'est parfaitement de faire. Alors ça, c'est mon premier grand projet. Deuxième grand projet, c'est que nous allons industrialiser la construction des écoles où les enfants apprennent de la physique, la structure, l'usage des bâtiments et que les lois de la physique ne sont pas des lois inventées et aléatoires dans théorie, mais que les enfants vont vivre plus de 100 lois de la physique et la connaissance biologique et chimique grâce à la structure écolière dont ils vont apprendre. Évidemment, c'est impossible en France. La France ne donnera jamais permis pour une telle école. Eh bien, nous allons le faire en Croatie comme premier projet, après qu'on a on a fait un résumé d'un projet similaire qu'on a fait en Suède il y a 15 ans et nous avons décidé que les 15 ans d'expérience avec cette école suédoise où les enfants vivent en plein air, mais à l'intérieur de l'école, mais où la santé des enfants est la priorité et leur capacité de penser grâce à cette abondance d'oxygène, eh bien, c'est ça ce que nous souhaitons faire. Alors, on a fait ce projet il y a 15 ans en Suède, on relance 5 écoles en parallèle en Croatie et nous souhaitons d'avoir pour 2030 une centaine de ce type d'écoles où la structure de l'école enseigne, inspire les enfants une fois pour toutes.
Merci beaucoup Gunther Poli d'être venu sur la chaîne. Bien entendu, tu reviens quand tu as envie pour parler d'un sujet ou d'un autre. Mais c'était bien de changer un peu. J'espère qu'en tout cas, aux auditeurs du Cercle Aristote, cette interview qui sort un peu de l'ordinaire vous aura plu. Et on vous souhaite évidemment une magnifique fête de fin d'année. Je ne sais pas à quel jour vous allez la regarder, mais une magnifique année 2024. Gunther Poli, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne du Cercle Aristote. Merci à toi et à tous les écouteurs d'Aristote. Bonne chance, inspirez-vous et faites. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.